j'ai considéré qu'il était important que je fasse l'effort de pouvoir participer, et bien que je n'ai pas une mobilité complètement récupérée, je vais essayer justement d'intervenir. Merci Pascal d'avoir approuvé l'initiative qui était la mienne, parce que nous avons un devoir de ne pas passer en perte et profit un grand homme politique qui a fait beaucoup de choses par rapport au Togo. Et ce que j'ai voulu faire, le titre de ma conférence d'ailleurs, je ne sais pas, on ne l'a pas tellement spécifié, je vais la spécifier effectivement, je vais parler en fait de Sylvanus Olympio, Cheikh Anta Diop, le management stratégique des nations, du local au global. Alors c'est un peu étonnant, mais je voudrais pouvoir dire que le problème dont souffre le continent africain, c'est un déficit de réflexion stratégique. Et c'est là-dessus que je vais pouvoir mettre l'accent. Mais au départ, il faut dire qu'il faudra mettre en évidence ou en saillie quelles ont été les contributions, naturellement, de Olympio, et de regarder effectivement aussi en quoi Olympio ou en quoi Cheikh Anta Diop se rapproche effectivement d'Olympio dans la stratégie de développement du continent africain. Alors, ce qui est remarquable, il faudrait peut-être que je m'introduise, bon, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je vais le faire assez un peu rapidement. Je suis David Johnson, voilà, professeur des universités, ancien directeur de l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Alors, pour la petite anecdote, la stratégie dont je vais parler aujourd'hui, je crois être tout à fait bon, parce que dans les années 80, j'avais postulé pour une chaire de stratégie à Clermont-Ferrand, un recrutement qui a duré plus d'1 an et demi, et c'est là où, en fait, finalement, j'ai été recruté, mais lors du recrutement, on m'avait dit, écoutez, le profil qui est le vôtre, on n'avait pas prévu que de lancer l'appel de recrutement d'un directeur de l'école. Et c'est comme ça que j'ai été recruté, tout en ayant le département de stratégie et des mathématiques, voilà, de l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Bon, cela dit, le moi est haïssable, ce qui est beaucoup plus important, on n'est pas venu pour parler de soi, on est venu pour parler, commémorer en fait quelqu'un qui a joué un rôle fondamental. L'autre élément que je voudrais ajouter aussi, c'est que j'ai eu la chance, et ça je le dois à Joachim Agboubli, que peut-être d'aucuns connaissent, qui est décédé, quand je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans, et j'ouvre la parenthèse que je suis né au Sénégal, et mon année terminale, je l'avais fait à côté de l'IFAN, mais je n'avais jamais entendu parler de Cheikh Anta Diop. C'est Agboubli, Joachim, qui m'a introduit et qui prêtait son ouvrage National et Culture. Alors, vous voyez, cet ouvrage était très compliqué. Bon, il a fallu que je fasse un exercice. L'exercice que j'ai fait, qui a été salvateur par la suite, c'est que j'ai décidé de lire l'ouvrage de A à Z, et que chaque fois que je rencontrais un mot, je devais aller chercher dans le dictionnaire pour comprendre l'ontologie, etc. Ce qui m'a permis finalement, dans les années 80, quand j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Cheikh Anta Diop, de son vivant, qui était venu pour la publication de son ouvrage, le dernier, c'est le titre de... Civilisation et barbarie. Oui, Civilisation et barbarie. Et c'est là où j'ai pu discuter avec Diop, qui a été très étonné que je connaissais l'œuvre par cœur, mais grâce à Agboubli qui m'avait ouvert la possibilité, j'ai commencé effectivement à travailler par moi-même, etc. Donc alors, en ayant travaillé, en ayant discuté avec Diop, il m'a d'ailleurs demandé de continuer de faire son travail. C'est ce que je vais essayer de faire sur d'autres volets, parce qu'il y a des anthropologues qui travaillent, il y a des biologistes qui travaillent, et moi ce qui m'intéresse, c'est Diop d'abord, c'est la dimension stratégique pour laquelle il a énormément travaillé au niveau du continent africain. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. On va faire d'abord une rétrospective historique en rappelant en quelques mots ce que le président Sylvanus Olympio a dit, et ensuite aussi spécifier ce que Diop a fait
a énoncé dans son ouvrage Fondement culturel, etc. En moins de 4 lignes, et que je vais vous lire, d'ailleurs c'est à la fin de l'ouvrage, si vous l'avez, en conclusion, où il trace ce que devrait être la stratégie de l'industrialisation du continent africain. Et alors, il met en évidence aussi le fait qu'on ne doit pas s'endetter, le fait qu'on doit utiliser nos matières premières, le fait qu'on doit acquérir des devises par une matière première, etc. Donc on en parlera plus en détail. Donc vous me permettez de pouvoir introduire la conférence. Alors je vais commencer par citer le président Sylvanus Olympio. Il dit ceci: il ne faut pas oublier que l'Afrique a été divisée, c'est par les Européens et non par les Africains. Tout ce que nous demandons, c'est la réparation des injustices, celles telles que la réparation proposée à nos peuples. Alors, nous pourrons déterminer le temps voulu et selon la volonté librement exprimée de notre peuple, ce que seront nos relations avec les autres. C'est important. Alors, je vais citer Diop qui, à mon avis, disait ceci directement. Deux secondes. Il y a des peut-être problèmes de vue. Bon, alors, Diop attire notre attention en disant la fraternisation sincère des peuples et l'unification planétaire seront réalisables à partir du moment où les différents peuples seront également forts, éduqués, au point qu'aucun ne puisse plus espérer tromper l'autre. Voyez? Et alors, d'autant plus qu'il rajoute aussi, c'est que il dit, hélas, 2 secondes, permettez le cafouillage. Voilà. Il rajoute que, en fait, la fraternisation il ajoute qu'effectivement que le développement, ou plus exactement, ouais, c'est cela que je cherchais, que je ne retrouvais pas, que nous ne pouvons pas permettre que le développement se fasse au détriment des autres. Donc il est assez important de le faire remarquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le souci qui est le mien par rapport au problème de la réflexion stratégique et la démarche stratégique, j'avais fait un colloque en 2000 à Dakar où j'avais mis en évidence cette dimension stratégique. Parce que j'ai constaté que, effectivement, sur le continent africain, nous essayons de traiter les problèmes, soit des problèmes de politique économique, politique industrielle, etc. Alors, ce qui m'importe au cours de cette analyse, c'est la suprématie du stratégique par rapport aux politiques industrielles, économiques, etc. Et donc, j'essaierai de mettre des outils que vous allez pouvoir utiliser à tout moment pour conduire des analyses et des réflexions et de regarder ce qui se passe même au niveau du continent africain aujourd'hui et de constater effectivement que cette dimension stratégique et ce défaut de réflexion stratégique est toujours permanent, quoi que nous puissions faire. Alors, je cite le président Olympio. Olympio, dans son ouvrage, non pas dans son ouvrage, dans un article qui avait été publié par Boigny à l'époque, on essayait de savoir les problèmes qu'il avait avec la CE. C'est un article d'ailleurs que vous retrouvez parce que en fait on descendait le président Sylvanus Olympio. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de rédiger l'article qui s'est intitulé Un pionnier, Sylvanus Olympio, un pionnier imbattu, imbattable, en entendant la preuve du contraire. Alors, ce
article est devenu un ouvrage qui va paraître. Bon, j'ai été empêché un tout petit peu par ces problèmes de santé, mais il est complètement terminé et vous allez pouvoir prendre connaissance de cela. Alors, je fais remarquer que ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment Olympio s'était pris pour essayer de battre Monet. C'est important parce qu'il a décidé de battre Monet. Bon, on nous disait grosso modo il battait Monet, etc. Mais pour moi, ça me paraissait un tout petit peu léger. Et qu'il y avait derrière, en fait, des fondements, une démarche volontariste pour essayer de résoudre ce problème. Ce qui est clair, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit l'année dernière, mais Olympio, le président, a énoncé quelque chose qui était fantastique à la fin en termes de politique économique. Il dit: le Togo aura une monnaie nationale dont une gestion rigoureuse assurera la stabilité. L'équilibre des finances sera assuré par le contrôle des prix et le blocage des salaires. Également, l'équilibre de la balance des paiements sera obtenu par la réduction des importations, l'accroissement des investissements étrangers et par la dévaluation de la monnaie. Une dévaluation, en effet, avantagera les exportations du pays et l'insérera mieux dans les circuits internationaux. Alors, sous ces quelques phrases se cache quelque chose une idée, pas une idée, en fait, une pensée très profonde, structurée. Alors, en tant qu'économiste mathématicien, il s'agissait pour moi de regarder réellement ce que Olympio essayait de faire par rapport à la macroéconomie. Alors, eu égard à cela, j'ai introduit ce que j'ai appelé tout simplement le pentagone magique, parce qu'il y avait le carré magique de Caldor qui était bien connu. Alors ici, par rapport à ce pentagone magique, c'est que c'est le problème de la dette de l'État. Vous voyez, aujourd'hui, la France a plus de 3300 milliards de dettes, alors que Sylvanus Olympio s'était rendu compte que le problème de la dette est un problème très important. Pour ne pas avoir les mains liées, il a décidé naturellement d'éteindre la dette du Togo, qui s'est appelée, qu'on est convenu d'appeler une dette coloniale, qui était de plus de 832 millions de francs CFA de l'époque. Mais c'était important pour lui que cette dette soit éteinte afin qu'il puisse faire les festivités, naturellement, de l'indépendance. Alors, par rapport au carré magique, quels sont les problèmes? Ce sont d'abord les problèmes d'inflation. Olympio en parle dans le discours. C'est le problème, effectivement, des importations. Mais importation, c'est le problème de la balance commerciale. C'est-à-dire exportation aux importations. C'est le problème également du chômage, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'ai appelé effectivement le problème de la dette extérieure. Je ne sais pas si les 5 éléments y sont. S'il y en a un qui est déficient, essayez de me le rappeler. Alors, eu égard à cela, vous voyez bien que c'est quelque chose de réfléchi. Il était dans une démarche réfléchie. C'était pas au hasard qu'il faisait la chose, et puisque l'expression finale, en disant que voilà comment je vais me permettre, si j'ai des problèmes par rapport à l'exportation, je vais me servir de la dévaluation pour justement retrouver des devises ou avoir un avantage commercial. Donc vous voyez très bien là, on a des théorèmes qui sont et des noms derrière en niveau de macroéconomie pour faire ce genre de pilotage. Hein. Bon, par exemple, l'utilisation de la d'évaluation, il y a le théorème de Mendel-Fleming qui permet effectivement de dire que si je fais une dévaluation, après je dispose d'un avantage pour pouvoir récupérer effectivement la part d'exportation, la quantité d'exportation que j'ai perdue via effectivement le coût de renchérir effectivement de la devise. Donc vous voyez, je voudrais dire par là que quand Olympio écrit cela, nous sommes dans les années 1958. D'accord? Nous sommes dans les années 1958. Mais ça ne viendra en France, en face, que simplement que dans les années
1973-74, où on va entendre parler effectivement du carré magique avec Raymond Barre sous l'impulsion naturellement de Giscard d'Estaing. Donc Olympio était bien pionnier et il savait que pour le pilotage macroéconomique de la nation, c'est pas quelque chose qui devait se faire au hasard, mais qu'il y avait des outils de politique économique donc, sur lesquels il se fonderait pour justement mener à bien ses actions. Et ça, c'est remarquable. J'ai été fasciné de trouver effectivement que le président a été à la hauteur, a été capable de pouvoir faire cela. Et ce qui m'a amené effectivement à regarder quelle était la formation qu'il avait reçue à London School of Economics. Et j'ai vu effectivement qu'à cette époque-là, il y avait John Maynard Keynes qui avait décliné l'offre d'être professeur, et il a été formé par Beveridge, qui a été l'un des patrons qui avait conçu effectivement ce qu'on peut appeler le welfare politique, c'est-à-dire la politique de bien-être. Voilà. Donc, nous avons affaire à un chef d'État qui a innové et qui, naturellement, a battu monnaie. Mais ce que je voudrais dire, qui est important et qu'il faille retenir pour vous-même, c'est que lorsque Olympio décide de battre monnaie, il décide de battre monnaie parce que le pouvoir colonial le met dans des conditions de ne pouvoir point le faire. Parce qu'on lui exige, naturellement, une situation monopolistique par rapport aux achats, aux fournisseurs, qui étaient justement que la France. Alors qu'il voulait diversifier, notamment ses importations, ses acquisitions au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Europe, de la CE plutôt, de l'époque, eh bien, la France s'était opposée. Et c'est ce qui l'a amené à dire « je bats monnaie ». Mais au même moment, permettez-moi de le rappeler sur la petite anecdote, et j'avais regardé aussi en 1958, le Maroc décide de battre monnaie. Le Maroc décide de battre monnaie, et à ce moment-là, la France accompagne le Maroc, c'est-à-dire délègue des experts de la Banque mondiale pour justement accompagner la création de la Banque centrale marocaine. Alors vous voyez encore le deux poids deux mesures dont on parle, et ce que je voulais dire, franchement, il n'y a même pas à discuter, le crime était bien un crime raciste. Il faut l'assumer. C'était un crime raciste, n'est-ce pas? Il faut l'assumer. Il faut l'assumer, il faut le dire. Alors là-dessus, bon, il serait important aussi de regarder quel est le rôle qu'a joué Houphouët-Boigny dans cette affaire-là, parce qu'il y a un flou un tout petit peu qui n'est pas très net quand on lit les mémoires de Jacques Faucard à ce sujet. C'est important de le dire. Alors, je pense avoir fait ce que j'appelle la rétrospective historique de la contribution de feu le président Sylvanus Olympio. Alors, vous allez me dire, mais en quoi cela se rapproche effectivement de Cheikh Anta Diop? Effectivement, si on prend le cas de Sylvanus Olympio, j'ai appelé ça local, c'est-à-dire une vision locale, mais c'est une vision locale, mais qui sert également de pilotage macroéconomique au niveau du continent. Mais simplement, Cheikh Anta Diop, ce qui l'intéressait, et il avait juste raison, c'était celui de regarder l'industrialisation du continent africain. Alors, si vous avez cet ouvrage fondement d'économie, etc., c'est que la démarche de Cheikh Anta Diop, c'est de montrer l'identification de toutes les ressources que nous avions sur le continent africain, région par région. Par ailleurs, il identifie également ce qu'on appellerait les différentes sources de ressources, d'énergie. L'énergie marémotrice, l'énergie solaire, l'énergie, etc., etc., parce qu'il se rend compte, il dit, c'est pas qu'il se rend compte, à merveille, il a raison de le dire, il n'y a pas d'industrialisation sans maîtrise de l'énergie. Donc, déjà, il avait envisagé que le barrage d'Inga soit construit, et jusqu'alors, aucune initiative n'a été faite par rapport au barrage d'Inga, alors que la quantification et la modélisation permettaient effectivement de produire de l'énergie qui couvrait tout le continent africain, mais qui pouvait aller alimenter également l'énergie, du moins l'Amérique latine, par les excédents que nous avions.
en construisant un barrage. Alors, vous voyez très bien pourquoi il est nécessaire de revenir sur la pensée de Cheikh Anta Diop, parce qu'on parle de panafricanisme, mais moi je crois que le panafricanisme n'est pas encore à l'œuvre. Elle est nullement à l'œuvre. Vous avez des bouts, vous avez des déclarations, il y a des personnes peut-être qui sont des militants, mais la classe politique elle-même, n'est-ce pas, n'est pas consciente de cela. Et même, quand vous regardez ce qui se passe au niveau du Sénégal, le grand défaut du Sénégal a été d'ignorer complètement Cheikh Anta Diop, et par le biais de Senghor, etc. Et ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a une mesquinerie qui est rémanente chez les Africains, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que, alors que les autres savent promouvoir des têtes bien pensantes, nous avons toujours l'habitude de considérer que ceux qui peuvent faire des contributions au niveau du continent africain, il faut les éliminer, il faut les emprisonner, il faut, etc., etc. Mais c'est absolument, je n'ai pas besoin de revenir sur l'histoire, vous avez suffisamment d'éléments pour l'expliciter. Alors, permettez juste que je regarde avec ce que j'ai envisagé avec la stratégie d'industrialisation de Cheikh Anta Diop. Alors j'ai dit, c'est pas quelque chose d'inventé, il suffit tout simplement de lire l'ouvrage, et à la conclusion de cela, il met en évidence 5 éléments qui doivent participer à cette industrialisation. Pourquoi j'en parle? Parce que on ne saurait parler de stratégie sans l'existence de ressources. Une stratégie pour laquelle il n'y a pas allocation de ressources n'est pas une stratégie. Et ce qui est remarquable par rapport à Cheikh Anta Diop, c'est que dans sa stratégie d'industrialisation, il met en saillie ou il met en exergue les ressources qui doivent aller pour permettre l'implémentation ou la mise en œuvre de la dite stratégie. Elle est déclinée en 5 points. D'abord, premier point, c'est à la fin de l'ouvrage, hein, conclusion. Si vous l'avez je crois que les libraires doivent disposer de l'ouvrage, donc vous pouvez vérifier les propos que je suis en train de tenir. Alors, il met en évidence, la première ressource, c'est de se fonder sur les nationalisations. Hein, parce que ces nationalisations sont assez importantes. Il y en a qui ont une captation des ressources comme cela, sans tenir compte effectivement, et d'ailleurs si vous regardez le cas effectivement de l'uranium, hein, il était nécessaire hein, dans la modernité, acheter 80 centimes la tonne de l'uranium, et effectivement, hein, quand il s'est agi effectivement de dire nous nationalisons ou nous ne permettons pas cet uranium, on décide alors de l'acheter à 200 € la tonne. Regardez, essayez de comprendre quelque chose dans cette affaire, si ce n'est que du mépris, ou bien la chosification telle qu'elle est considérée par notre chef d'État qui l'a mis en exergue lors d'un discours récent. Le deuxième point, c'est ce qu'il dit, l'échange de nos métaux précieux, l'or, l'argent, le platine, contre des devises fortes. Effectivement, les devises fortes, c'est bien le cas, hein, parce que pourquoi? Je ne vais pas faire quelque chose, mais il est important de faire un petit break sur la monnaie. La monnaie est une propriété d'abord, hein, elle est d'abord nationale, hein, que vous le considérez, c'est d'abord une monnaie nationale. Mais la monnaie, elle reflète la création de richesse par rapport à un espace, un territoire donné. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que si vous prenez par exemple le cas du dollar, il faut savoir que le dollar, les Américains se servaient de la livre sterling avant de décider de battre monnaie. Mais l'économie américaine, naturellement, a été beaucoup plus innovante et a produit beaucoup plus que ce que je peux appeler en termes d'innovation, en termes de technologie par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Angleterre. Donc, si vous voulez accéder à des ressources d'une nation donnée, c'est-à-dire, j'entends par là, des matériaux ou de la technologie, il faut avoir ces devises. N'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, si vous n'avez pas des devises, écoutez, il faut pouvoir trouver les moyens. C'est l'une des raisons pour lesquelles Diop
disait effectivement qu'il faut échanger l'or que nous avons contre des devises fortes. Mais souvenez-vous, quand il écrit, en fait, cela dans les années 1960, la démonétisation de l'or, qui n'a eu lieu qu'en 1973, n'avait pas eu lieu. Donc l'or était considéré comme la monnaie. C'est important de le rappeler, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la quantité d'or que nous détenons ici, dans le trésor français, contre lequel ils voudraient nous donner du bout de papier, alors que c'est de l'or réellement qu'à l'époque, puisque les règlements se faisaient en dollars. C'est parce que les États-Unis n'étaient plus capables d'assurer, justement, le remboursement en or que Nixon a décidé, effectivement, par le biais du déficit de sa balance commerciale, de suspendre de procéder à la démonétisation de l'or. Donc, c'est la deuxième ressource dont il a parlé. Il dit, la troisième ressource, la vente de nos matières premières excédentaires aussi longtemps que notre industrie ne pourra les absorber. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Par ces termes-là, ça veut dire qu'il faut faire de la production industrielle locale. C'est clair. On n'a pas besoin de le dire autrement. Il faut produire, et il faut produire localement. Et s'il y a des excédents, à ce moment-là, on les vendra. Donc, on produit par nous-mêmes. D'accord? Ça, c'est important, c'est le troisième volet. Le troisième volet, la troisième dimension. Enfin, ce qui est le plus important, a-t-il dit, et c'est ce qu'on a commencé par désigner sous la notion de capital humain. Diop dit la chose suivante. Quatrième point. Enfin, le facteur le plus important d'investissement est d'ordre humain. C'est la volonté collective du peuple de servir le pays qui importe. Donc vous voyez déjà que le problème de capital humain, il met en évidence ce capital humain, et il va beaucoup plus loin. Il dit que les postes politiques doivent se transformer en postes techniques pour éviter effectivement des écarts de salaire dont s'approprient les hommes politiques et qui ne sont pas fondés. Alors, le dernier élément qui est assez important et qui est merveilleux par rapport à ce que Diop dit et qui a volé bien, qu'il est important de le rappeler, il n'a pas eu une formation économique. Mais pour un scientifique qui a pu faire une contribution de ce type-là, c'est remarquable, il faut remettre à César ce qui est à César. Le cinquième élément, c'est par rapport à la dette. Par rapport à l'aide, plus exactement. Il dit, il faut l'utiliser par parcimonie. Sinon, avec parcimonie. Sinon, on vous imposera des conditions qui ne seront inacceptables. Par exemple, la limitation des naissances. Et aujourd'hui, le LGBT, qu'on dit, si vous n'amenez pas de LGBT, si vous n'admettez pas le LGBT, eh bien, effectivement, vous n'avez pas droit auprès du FMI. C'est le cas, effectivement, d'un pays comme le Ghana, qui a refusé, effectivement. Donc, vous voyez, si on fait l'état des lieux, il y a une complémentarité entre Diop et le président Sylvanus Olympio dans la vision du développement du continent africain. Et il a été important de pouvoir le mettre en évidence. Mais, permettez-moi de vous dire la chose suivante. Il ne faudrait pas s'inscrire dans la démarche, tout simplement, de glorifier ceux qui nous ont précédés. Si, il faut le glorifier, mais effectivement, il faut dépasser ceux qui ont pris l'initiative de faire. Parce que si nous ne dépassons pas cela, donc, nous sommes dans une situation de régression. Plus exactement, nous devons prendre appui sur les pensées, les réflexions, les contributions de ceux qui nous ont précédés afin de nous projeter dans l'avenir et résoudre justement les défis auxquels nous sommes confrontés. Or, ces défis-là, ils n'ont pas changé. Alors, j'ai essayé de procéder, parce que je suis mathématicien de formation. Vous savez, en mathématiques, quand on résout un problème ouvert, aussi, c'est que on essaye peut-être de traduire le problème ou de le reformuler d'une certaine manière, de telle façon qu'on puisse justement attaquer le problème. Parce que si vous attaquez le problème de front, peut-être que vous n'aboutirez jamais, donc vous reformulez le problème pour résoudre la partie directement accessible. Et là, Pascal pourrait en dire un mot
c'est tout à fait le cas. Car si vous attaquez directement, c'est très difficile. Si vous le reformulez, vous avez la possibilité de voir les choses. C'est une démarche qu'il faut prendre. Donc, alors, j'ai procédé de la même manière. Pourquoi procéder de la même manière? Il faut regarder aussi ce qui se passe. C'est ce que, vous prenez par exemple Haïti. Haïti, la première république nègre, qui a eu un problème également de dette coloniale, qui a pompé Haïti pendant un long moment. Et le président s'est rendu compte, effectivement, que le président Olympio était important de régler la dette. Parce qu'Haïti n'a pas pu régler sa dette, etc. Et ça plombait l'économie, en fait, d'Haïti, etc. D'accord? Alors, j'ai appelé ça, par rapport à Haïti, j'ai introduit le concept l'irréversibilité des avantages acquis par rapport à la posture coloniale. C'est ça le problème auquel nous sommes. L'irréversibilité des avantages acquis par rapport à la posture coloniale. Alors, en réponse, dans la modernité, ce que nous voulons, c'est une normalisation des relations. Et cette normalisation des relations que nous demandions, eh ben, ça nous amène à des décisions du type de la CEDEAO qu'il faut aller bombarder le continent, bombarder le Niger, bombarder, etc. Vous voyez ce qui se passe? Donc c'est important. Alors, c'est important quand je dis qu'il faut avoir une approche stratégique. Même le problème du terrorisme. Même le problème du terrorisme. Imaginez tout simplement, eu égard à ce que Macron vient de signifier, que nous ne sommes pas des hommes, puisqu'il dit l'ingratitude n'est pas transmissible, et non transmissible, etc. Alors, vous constatez aussi par la rétrospective que comment la colonisation s'est faite sur le continent africain. Ce ne sont pas des Européens qui sont venus totalement comme ça. Il y a eu des nègres, comme nous, qui ont participé. Donc, c'est une guerre coloniale qui ne dit pas son nom, mais à laquelle nous sommes confrontés, qu'on appelle sous le terme de terrorisme. Donc, le problème fondamental au niveau du continent africain, et qui a toujours mis en difficulté le continent, c'est d'abord le problème de la religion. La religion, par exemple, il est clair, hein, si vous prenez le cas et que vous faites la rétrospective historique, on s'est servi de la religion pour attaquer, la religion chrétienne, pour attaquer effectivement nos civilisations, les dénaturer, etc., etc. Et si vous prenez effectivement le cas de la religion musulmane, c'est exactement la même situation aujourd'hui avec le terrorisme, où on dit naturellement que ces régions-là sont déjà musulmanes. Donc on peut se poser la question de la chose suivante: quel a été réellement le fait que Kanka Moussa s'est rendu compte, s'est rendu en Arabie ou à la Mecque, hein, pour devenir Hajj, et essayer d'imposer cela au Mali de l'époque, ce que ça nous coûte jusqu'alors. Alors, devant cette situation, nous sommes un peu dans le flou. Alors, on dit que les méthodes constituent une économie de la pensée. Comme les méthodes constituent une économie de la pensée, je vais pouvoir mettre en évidence des outils qui vont me permettre à la fois de pouvoir réfléchir et de conduire naturellement ce que j'appelle la réflexion stratégique. Alors, vous me permettrez, je vais me lever pour aller au tableau parce que j'ai besoin effectivement de faire quelques excuses. Je vous donne là. Ça va, ça va. Donne-moi la craie. Tu mets deux. Tu me mets deux là. Ah, d'accord. Voilà. Alors, merci. Alors, il y a un problème qui se pose. Je vous ai parlé, naturellement, quand je parle de transposition, il y a le management stratégique des entreprises, mais jusqu'alors, si vous regardez la littérature, il n'est pas encore, et il n'y a d'ailleurs aucun ouvrage qui envisage naturellement ce qu'on appelle le management stratégique des nations. Donc je propose, et j'ai introduit la discipline, n'est-ce pas, qui doit être le management stratégique des nations. Et je vais vous montrer que le management stratégique des nations, n'est-ce pas, contient ou définit les politiques économiques, les politiques, etc., etc. Mais pour pouvoir réfléchir sur le management stratégique des nations, il faut pouvoir avoir des outils
qui permettent de pouvoir les faire. Mais on va peut-être se fonder naturellement sur, mutati mutandis, des outils qui ont été développés par le management stratégique des entreprises, n'est-ce pas, pour regarder comment se servir d'une part pour traiter les problèmes de management stratégique des nations. Mais pour cela, il faut se poser des questions fondamentales. Ces questions d'abord sont les suivantes. Alors, la première question, au niveau de la démarche stratégique, c'est où voudrait-on aller? Où voudrait-on aller? Alors, se pose par rapport à cette question-là, c'est d'abord le problème de la vocation, le problème des aspirations et les aspirations des décideurs, naturellement, hein, c'est-à-dire des politiques, et ce que j'appellerais également le problème de la vocation du projet de société. Alors, pourquoi cela? Parce que c'est en termes de vision, d'abord. Si vous n'avez pas de vision par rapport à ce que j'appellerais la vocation, vous ne saurez pas pouvoir avancer. Bon. Alors, deuxième question. Où peut-on songer à aller? Où peut-on songer à aller? Alors, où peut-on songer à aller? Alors, c'est le problème de l'étude de l'évolution de l'environnement. Alors, c'est là où va se poser un problème assez important à mon sens. C'est l'analyse des acteurs et l'analyse des facteurs. Alors, je voudrais insister, l'analyse des acteurs et facteurs. Prenons le cas de l'analyse des acteurs. L'analyse des acteurs. Alors, pardon. C'est important, les acteurs. Regardez, si vous prenez effectivement le cas dans la modernité, ou ce qui se passe au niveau de l'AES, ou au niveau de la CDAO, vous avez en fait plusieurs acteurs hein, dans cette affaire-là. Hein. Vous avez des acteurs et alors des acteurs internes, externes, etc. Il faut pouvoir les identifier, ces acteurs-là. Alors, pour les identifier, ces acteurs, il y a ce que j'ai appelé, en fait, c'était un modèle, en fait, déjà bien connu. Hein, c'est, et moi, en anglais, on appelle ça SWOT. Hein, c'est Strength, Weakness, Opportunity and Threat. Ça veut dire, effectivement, vous avez l'environnement, menace, opportunité, force et faiblesse. C'est-à-dire que si vous prenez effectivement cette enveloppe et que vous regardez par rapport aux acteurs, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités, quelles sont les coalitions qui se forment, etc., etc., vous allez pouvoir regarder essentiellement dans quelle direction vous allez pouvoir agir par rapport aux enjeux. D'accord? C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à dire, bon, ok, les acteurs, c'est la France. Non, bah, après, vous avez en fait des collaborationnistes, vous avez d'autres, etc. Mais en tout cas, il y a différents acteurs. Il faudrait pouvoir les identifier, ces acteurs-là, par rapport à, et conduire une analyse de menaces, opportunités, forces et faiblesses. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est
la dimension que je vais appeler la dimension des facteurs. Alors ça, je n'ai pas vu jusqu'alors des réflexions menées à ce niveau-là, etc. Et j'ai décidé effectivement de pouvoir le mettre et de le soumettre à votre attention, mais en tout cas c'est quasi certain que c'est un outil que j'ai appelé espoir et L, que je vais expliciter parce que c'est une façon explicite mais mnémonique. Alors, vous avez le facteur de la souveraineté. Le premier S. Vous avez le problème de la sécurité. N'est-ce pas? Alors, le problème de la sécurité. Et ensuite, vous avez les problèmes sociologiques. Les problèmes sociologiques, par exemple, vous voyez, quand on demande, j'ai soulevé, effectivement, je ne désire pas trop envisager peut-être une polémique, mais par exemple, vous regardez les problèmes de la religion, effectivement, ce sont des problèmes sérieux qui pèsent, hein, en tout cas. Donc, alors, c'est la souveraineté, la sécurité, en fait, cette dimension, souveraineté, sécurité, sociologie, ça, c'est important de conduire des réflexions poussées. Attendez, qu'entend-on par souveraineté? Qu'est-ce qui est derrière la souveraineté? Que faut-il pour qu'on s'assure que la souveraineté est effective? C'est ça? Et alors, le problème de la sécurité, c'est exactement la même chose aussi, de nature. Puis-je confier ma sécurité à autrui? Alors, vous voyez, je vais attirer votre attention un tout petit peu. S'agissant de l'Inde et le Pakistan s'est rendu compte absolument qu'il fallait qu'il ait la bombe atomique. Parce que l'Inde avait la bombe atomique, et il savait que s'il n'avait pas la bombe atomique, naturellement, ça poserait. Donc on se retrouve dans un équilibre de Nash, n'est-ce pas? Où, naturellement, je ne peux pas envisager d'utiliser la bombe, parce que j'aurai la réciprocité, il y aura la réciprocité d'utiliser la bombe. D'accord? C'est un équilibre de la terreur. Donc en fait, je suis en train de dire, effectivement, à l'heure où on parle de la recolonisation de l'Afrique, n'est-ce pas? Il faudrait que l'Afrique envisage justement la production d'une bombe atomique directement par la maîtrise. Et d'autant plus que, pour la petite histoire, j'attire votre attention que la bombe atomique française, telle qu'elle a été conçue dans les années 50, et j'ai regardé, dont notamment l'ingénieur d'Autry, la formation mathématique de l'époque, par le professeur Jean Lévy, donc ça ne dépasse pas celle de nos élèves de L3, actuellement. D'accord. Alors, T, c'est le problème technologique. Alors, vous savez, le continent africain, bien qu'il était à l'origine, effectivement, de la science et des connaissances, dans cette modernité, nous négligeons complètement les problèmes de la technologie. Et nous sommes des consommateurs de technologie, nous ne sommes plus des producteurs de technologie. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne sais pas, vous ne pouvez être qu'à la merci. Donc, il faut regarder quelles sont les ressources, quels sont les moyens, quelles sont les politiques. C'est le problème de la technologie. Naturellement, je vais attaquer les E2. E, c'est le problème économique. E, c'est le problème écologique. On ne pourra pas en faire l'économie, de toutes les façons, parce que par rapport à des choix technologiques, n'est-ce pas, ils impactent sur l'écologie, naturellement. Donc, quand vous prenez effectivement le cas aussi des OGM, des produits modifiés, et qu'on ne nous maîtrise pas et qu'on achète, etc., ou qu'on prend tel quel, donc ça suppose effectivement qu'on regarde les relations technologie-écologie. L'autre élément, et les deux derniers éléments avec lesquels je vais terminer, c'est les problèmes politiques, la dimension politique, n'est-ce pas, et la dimension juridique, qu'on appelle légale. D'accord. Alors, un spectre d'analyse qui se fonde naturellement autour de ces différents
dimensions permettront de répondre à la question suivante. Où peut-on songer aller? Dans la question « Où peut-on songer aller ?», c'est la mise en évidence du potentiel. N'est-ce pas? On a identifié où voudrait-on aller, où peut-on songer aller, maintenant, où peut-on aller? C'est la mise en évidence du potentiel. Mais on n'a pas pour autant fini. Maintenant, on doit décider quelle stratégie on doit adopter eu égard à ces différentes contraintes et interrogations. C'est-à-dire, où va-t-on? N'est-ce pas? Où va-t-on? Où décide-t-on où va-t-on réellement? N'est-ce pas? Et après, quand on a répondu à cette question, vient le dernier volet, quels sont, qu'on appelle effectivement la mise en œuvre ou le compte-rendu des actions, des stratégies que nous avons pu adopter et de regarder justement leur pertinence par rapport à l'implémentation et ce que je peux appeler la déviance par rapport à la trajectoire définie et comment apporter des corrections par rapport aux trajectoires. Donc, pour conclure, ce que je voudrais dire, ceux qui nous ont précédés ont fait le travail fondamental qui a été celui de dire il y a des outils, nous allons poser les bases pour pouvoir avancer. Mais la violence dans laquelle nous nous retrouvons actuellement suppose ou induit nécessairement de changer notre logiciel par rapport à la manière d'appréhender les enjeux. Et cela, nous ne pouvons pas faire l'économie de la démarche stratégique, car le problème est stratégique. Merci, j'ai fini de parler. Merci.